Un petit mot sur l'impact psychologique du confinement chez les adultes et chez les enfants. Alors, d'abord, une revue de la littérature et par chance, entre guillemets, compte tenu de l'actualité, le Lancet a publié une revue systématique de la littérature sur les études épidémiologiques qui ont évalué l'impact psychologique du confinement, suite à différentes épidémies qui n'avaient peut-être pas la même ampleur, mais le confinement était à peu près équivalent. Alors, les résultats sont assez décevants. Qu'est-ce que ça dit? Ben, les conséquences psychologiques, c'est perturbations émotionnelles, dépression, stress, humeur basse, irritabilité, insomnie, syndrome de stress traumatique, symptômes et pas syndrome, hein, on va y revenir là-dessus, c'est important, fatigue émotionnelle, épuisement émotionnel, colère. Voilà. Alors, néanmoins, ça c'est ce que disent beaucoup d'études, mais il y a aussi des études qui trouvent que il peut y avoir au contraire de la joie à se trouver auprès de ses proches et du soulagement de se savoir soustrait au risque épidémique. Et puis des études même qui montrent que ça a été fait chez des undergraduate students, donc des étudiants à l'université au niveau licence, où il n'y avait quasiment pas de symptômes, et en particulier pas de symptômes du registre du stress post-traumatique. Alors ça c'est à court terme. À long terme, on a moins d'études et quelques-unes qui disent qu'ils retrouvent des états dépressifs et des comportements d'évitement, évitement des foules et des comportements de lavage. Au niveau des facteurs de risque, pas grand-chose en fait. Essentiellement des antécédents psychiatriques et le fait d'être soignant. Et ça, on le comprend bien aujourd'hui. Naturellement, les soignants sont beaucoup plus exposés dans les situations de confinement puisque eux vont travailler. Alors, chez les enfants, on a beaucoup moins d'études. La revue systématique avait trouvé une vingtaine d'études épidémiologiques sur le sujet. Pour les enfants, beaucoup moins de données et avec en fait un équivalent de la symptomatologie trouvée chez l'adulte, mais qui se transpose chez l'enfant de la même façon qu'une dépression de l'adulte se transpose vers une dépression de l'enfant, où on va avoir plutôt des cauchemars, des symptômes somatiques à type de nausées, de céphalées, de douleurs, et puis des enfants qui collent à l'adulte et qui demandent beaucoup d'attention. Voilà en ce qui concerne les données épidémiologiques. Alors, après leur compréhension, finalement, pourquoi on a ce type de réaction? Ben là, en fait, on a une explication de base qui est assez simple et qui est bien expliquée par des modèles biologiques, en fait. Une situation de confinement dans le cadre d'une épidémie, ben on est dans une situation de stress chronique intense. Alors le stress, ça veut dire quoi? Parce que c'est un mot pour tout. Le stress, c'est en fait, c'est la réaction de l'individu à une situation où il est en danger, il est agressé. Et à l'évidence, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous nous sentons en danger, comme le disait Agnès dans sa présentation. C'est un sentiment de danger et on verra après le caractère objectif ou pas de ce danger, mais tant bien même que cette notion a un sens. Donc on est dans une situation de danger, donc de stress. C'est chronique, c'est-à-dire que ça va durer un certain temps, ça dure déjà depuis un certain temps, et c'est intense, le stress est important. Alors, il y a des modèles animaux depuis très longtemps de ça, et même des dosages qui ont été faits chez les humains, et cette situation de stress chronique intense conduit à une activation du système sympathique, plus à une sécrétion de cortisol. Et en fait, ça s'explique par le fait que quand on est en danger, ben on est programmé depuis des millions d'années à se défendre. Et donc, le système sympathique, ça va faire que le rythme cardiaque augmente et le cortisol va faire qu'on va consommer plus de sucre. Et d'ailleurs, on se rend compte que activation du système sympathique et cortisol, ben en fait, il y a des athlètes qui prennent ça comme produit dopant. Donc, tout ça est logique, sauf ben, ça marche à court terme et qu'à long terme, ben, il y a un épuisement et il peut y avoir des effets indésirables comme les produits dopants. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, aujourd'hui, on a la plupart des gens sont dans une situation normale, sauf qu'ils sont un peu excités.
Et on voit qu'il y a une espèce de fébrilité collective. Et donc, ça correspond tout à fait à la réaction habituelle. Et que si ça dure trop, ben, on va avoir des troubles qui vont apparaître. Alors, principalement, ce qu'on appelle le trouble de l'adaptation avec anxiété ou trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Ça ressemble un peu à une symptomatologie de trouble anxieux généralisé ou de dépression, mais un minima. Et surtout, dans le trouble de l'adaptation, c'est quand le stimulus n'est plus là, alors l'individu retrouve son état normal. C'est un peu ce qu'on observe dans le burn-out, dans l'épuisement professionnel. Donc on a au début une fébrilité, et puis un épuisement, et puis une symptomatologie quasiment dépressive ou anxieuse. Mais, et d'ailleurs c'est ce que les médecins du travail ont remarqué, que la différence entre une dépression, ben, si vous dites au travailleur qu'il va avoir des vacances aux Bahamas, tout d'un coup, il n'a plus de burn-out, alors que le déprimé, ça ne va pas faire la même chose. Donc on a une gradation avec d'abord une réaction normale, une fébrilité normale qui correspond à la réaction à un stress. Et puis si ça se passe mal, si ça dure trop longtemps, un trouble de l'adaptation. Et puis, ce trouble de l'adaptation peut se compliquer d'une dépression ou d'un trouble anxieux généralisé. Alors là, on va parler de dépression et de troubles anxieux quand les capacités adaptatives s'effondrent. Donc l'individu, même si le stimulus n'est plus là, l'individu continue à être dans son état. Et là, on parle d'une pathologie psychiatrique avérée. Alors la question du syndrome de stress post-traumatique, elle divise un peu les professionnels. C'est que stricto sensu, un syndrome de stress post-traumatique survient après un événement traumatique. Et là, on ne vit pas en fait un événement traumatique. Un événement traumatique, ce sont les attentats du Bataclan ou c'est le World Trade Center. C'est-à-dire, brutalement, il se passe quelque chose. Et le fait que ça soit brutal, c'est capital parce que, en fait, l'individu subit une rupture extrêmement importante et brutale de lui en tant que sujet pensant et il n'est pas capable de s'adapter à ça. Et l'impossibilité de s'adapter va faire qu'il va être susceptible de faire des cauchemars et tout ça, ce qui peut nous arriver à nous en ce moment, mais que ça revienne sans arrêt, 6 mois, 1 an après, parce qu'il n'a pas pu réussir à s'adapter. Et on voit que le fait que le stress que nous vivons en ce moment soit chronique nous permet de mettre en œuvre des processus adaptatifs. Et vous avez sûrement vu ce qui marche très bien et qui circule sur les réseaux sociaux, c'est l'humour. Vous avez des gens qui font des vidéos autour du confinement et qui sont très drôles et ça marche très bien. C'est-à-dire la dérision par rapport à ce que l'on vit nous permet de prendre de la distance et de gérer l'anxiété. Voilà, alors, ça c'était ce que disait l'épidémiologie et ce que dit la psychobiologie et la psychologie classique. Mais j'ai envie de dire, ça explique la partie émergée de l'iceberg. Et on peut s'en servir pour faire de la recherche, donc on peut mesurer le trouble de l'adaptation. D'ailleurs, il faut être honnête, les échelles en épidémiologie ne sont pas d'une finesse suffisante pour vraiment discriminer ce qui est dépression, anxiété, trouble de l'adaptation, même le syndrome de stress post-traumatique. Tout ça est très corrélé et il faut avoir des instruments très longs, assez lourds à utiliser pour pouvoir avoir des discriminations de phénotypes assez fines. Mais bon, on peut utiliser ces instruments, on mesurera et on retrouvera vraisemblablement ce qu'on a déjà trouvé et on aura peut-être une estimation un peu plus raffinée des facteurs de risque et des facteurs de résilience. OK. Mais en fait, vous avez dû remarquer que c'est plus compliqué. Vous avez dû remarquer qu'il y a des différences considérables de réaction à ce qui se passe, à la fois chez les adultes et chez les enfants. Et donc ça, c'est la partie immergée du phénomène. Et je vous propose, dans les 10 minutes qui restent, d'essayer de réfléchir à cette partie immergée, en sachant que là, ça ne repose plus sur des bases scientifiques. Hein, ça repose plus sur des constatations cliniques et des textes de psychologie clinique. Alors, premier point, d'abord, on a vu qu'en ce moment, nous vivions une situation de stress, que le stress est lié à une perception du danger, mais en fait, la perception du danger, elle est subjective, comme l'a dit Agnès tout à l'heure. Et l'homme, en fait, a un rapport très particulier au danger, qui d'ailleurs fait qu'il arrive à vivre longtemps, c'est l'anticipation du danger. Donc, en anticipant, on peut se préparer.
Et en se préparant, ben, on risque de surmonter la difficulté. Le problème de l'anticipation du danger, c'est que on est plus ou moins doué pour faire ça. Alors, il y a des fenêtres de tir dans lesquelles on est plus ou moins bon. Par exemple, là où on sait qu'on n'est pas bon, et on le retrouve en situation clinique, c'est pour évaluer les risques très faibles. Les anesthésistes le savent. On est obligé, quand quelqu'un vient pour une consultation d'anesthésie, on est obligé de le prévenir du risque d'anesthésique, qui est un risque qui peut être fatal, mais qui est rarissime. Et on sait que c'est très difficile de faire percevoir à quelqu'un un risque très important, mais qui est rarissime. Pour certaines personnes, ça va être annulé, et pour d'autres, ça va être magnifié. Et donc, il y a des études et même des outils qui essaient d'expliquer ça. Par exemple, on va dire que avoir un problème anesthésique grave, c'est la même probabilité que de mourir d'une piqûre d'abeille. Alors, il y a d'autres biais qui sont connus autour de ça, c'est qu'il y a des individus qui ont une aversion du risque et des individus qui n'ont pas de problème avec le risque. Et donc, du coup, pour eux, avec un niveau de danger objectif équivalent, ben, en fait, la perception du danger va être différente et c'est connu en économie de la santé. Alors, autre point, au niveau de l'homme et du danger, il y a l'anticipation et il y a aussi la notion de peur collective. C'est un peu notre côté herbivore. Vous savez que les herbivores ont des réactions de fuite collective. Dès qu'il y en a un qui perçoit le danger est amplifié au niveau du groupe et tout le troupeau s'en va. Et les psychosociologues ont étudié ça, ils ont montré qu'il y a des types de peurs collectives qui sont fortes. Il y a la guerre, les catastrophes naturelles, le risque alimentaire et la crise sanitaire. Et donc on est dedans, on est en ce moment dans une situation de danger et dans une situation de danger collectif. Et ces situations de danger collectif, dans le cadre de l'épidémie, elles prennent une proportion très importante parce qu'on a à la fois la question de l'anticipation dans l'épidémie, on a vu c'était le topo de Catherine ce matin, combien de morts va-t-il y avoir, combien de sujets malades va-t-il y avoir, et donc là on est dans l'anticipation, et puis on est dans l'anticipation d'une peur collective puisque l'épidémie touche la société dans son ensemble. Et l'agrégation de cette peur, de cette anticipation et de cette peur collective va faire qu'on va avoir des comportements, alors on a envie de dire irrationnels, je ne suis pas sûr que le mot soit adapté, en tout cas on va avoir des comportements qui vont être interrogeables, disons. Alors, prenons un peu de recul. Hein. Vous vous souvenez de l'estimation de Catherine qu'elle a reconnue elle-même comme étant un peu élevée. Combien de morts pourra-t-il y avoir à l'issue de l'épidémie que nous vivons en ce moment en France? Donc elle a une estimation autour de 60 000 morts en disant que c'était une estimation haute. Alors c'est un drame, bien entendu, on est bien d'accord, et nous vivons un drame, et en ce moment c'est très difficile à l'hôpital. Je ne sous-estime absolument pas le problème. Mais 60 000 morts, en fait, c'est ce que fait le tabac tous les ans en France. Et ça fait 20, 30, 40 ans que c'est comme ça. Et en fait, ça n'est absolument pas perçu, malheureusement, comme un problème sociétal, même d'une ampleur qui serait largement inférieure à celle de l'épidémie. À tel point qu'on n'en parle quasiment plus. Hein. Il y a vous savez, quelques campagnes de publicité pour lutter contre le tabagisme chez les adolescents, mais sans plus. Donc on voit que, en fait, cette épidémie, c'est très difficile de... et là, c'est un outil que les thérapeutes cognitivo-comportementalistes utilisent typiquement pour gérer une anxiété, c'est de ramener le stimulus anxieux à sa réalité. Oui, nous vivons une situation difficile, mais en fait, si l'on regarde avec du recul et en essayant de mettre ces émotions à distance, cette situation n'est pas tellement différente de situations dramatiques de santé publique que l'on vit en permanence et sur lesquelles on ne fait pas grand-chose. Et je pense que à l'issue de l'épidémie, il faudra peut-être avoir cette réflexion. Nous avons vécu quelque chose de difficile, ça a été très dur pour la société, mais en fait, nous vivons la même chose en permanence et on ne fait rien. Et on peut se demander pourquoi on ne fait rien. Donc ça, c'était les relations de l'homme et du danger, des relations compliquées. Et d'ailleurs, en fait, vous savez, on dit souvent que l'anxiété,
En fait, ce qui nous arrive en ce moment, nous sommes anxieux, c'est une peur sans objet. Alors, le mot est extrême, hein, c'est-à-dire, c'est normalement quand on a peur de quelque chose qui correspond à un réel danger. Le sujet anxieux a peur d'un stimulus qui est disproportionné par rapport au risque réel qui correspond à ce stimulus. Donc, homme et danger, c'est quelque chose de compliqué. Mais là, il y a aussi aujourd'hui homme et culpabilité. C'est que nous sommes dans une situation où on voit, en situation de confinement, on voit de la culpabilité. Alors, au premier rang de cette situation, le fait qu'on est confiné, donc on ne fait rien. Et on a d'un côté des soignants qui sont sur le front et qui travaillent sans interruption, qui prennent des risques, etc. Et puis nous, on est là, on est chez nous, on ne prend pas de risques, et puis pour certains, on ne peut plus travailler. Et là, il y a le sentiment de culpabilité de ne pas rendre son écho à la société alors que d'autres le font beaucoup. Il y a aussi le sentiment de culpabilité de ne plus s'occuper de ce dont on s'occupait avant. Et là, dans le soin, c'est le cas aussi. On a, vous savez, des patients qui ont des maladies chroniques qu'on ne peut plus prendre en charge et ça va poser des problèmes de morbimortalité et donc de la culpabilité. Alors, il y a une autre forme de culpabilité qui, je trouve, est un peu sous-marine et qui est un peu choquante, hein, mais il faut en parler, c'est la culpabilité liée au fossé des générations. Avec une position ambivalente extrêmement forte. D'un côté, vous avez vu la réaction qu'il y a eu quand il y a eu une adolescente qui est morte. Je dis, mais ça a été vécu comme quelque chose d'abominable. Alors là aussi, en prenant un recul un peu difficile, mais néanmoins indispensable, c'est une épidémie qui touche tout le monde. Il y a des personnes âgées qui vont mourir du virus, il y a des personnes moins âgées, et il va y avoir des personnes jeunes. Et j'ai envie de dire, heureusement, en ce qui me concerne, il va y avoir beaucoup moins de personnes jeunes. En tout cas, il faut avoir un peu de recul par rapport à la disproportion émotionnelle que l'on a ressentie. Alors vous me direz, c'est bien naturel, dans une société, on protège les jeunes, et donc le fait qu'une personne adolescente soit morte du virus nous a touchés parce que la société protège les jeunes. Ben ouais, mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est que qu'est-ce qui se passe? On a eu des retours de stagiaires infirmiers ou d'étudiants en médecine sur le terrain à qui on a dit, écoute, on n'a pas de masque, toi tu es jeune, nous on est vieux, toi tu risques rien, tu vas t'occuper des patients. Ça s'est passé réellement. Et ça se passe encore réellement. Et donc là, on voit l'ambivalence qu'il y a entre la perception que les différentes générations ont les unes des autres. Et d'un côté, je ne sais pas si vous vous promenez dehors, mais vous savez que les jeunes générations ont plus de mal avec les mesures de confinement. Pourquoi? Parce que d'un côté, quand on est adolescent ou quand on est un jeune adulte, vous savez qu'on n'a pas de conscience qu'on va pouvoir mourir. Il n'y a que les jeunes, il n'y a que les vieux qui meurent, hein, dans l'imaginaire d'un adolescent. Que voire même par rapport à ça, on a ce qu'on appelle des conduites ordaliques, c'est-à-dire quand on est adolescent, on est prêt à provoquer la mort pour montrer qu'en fait, on est plus fort que ce truc-là qui est inimaginable et qui touche les personnes âgées, hein, des espèces d'épidémies qu'il y a eu à une certaine époque où des adolescents se mettaient sur des voies ferrées et attendaient au dernier moment que le train arrive pour sortir le plus vite possible. Et donc on a ces conduites ordaliques avec nos jeunes générations aujourd'hui dehors qui bravent le confinement. Et puis en plus, de toute façon, objectivement, leur risque de morbimortalité est extraordinairement plus faible que ceux des personnes âgées, puisque entre avoir moins de 30 ans et plus de 70 ans, le risque relatif est de 100, hein, ce qui est en épidémiologie énorme. Alors, on peut même aller plus loin, vous savez, on peut imaginer qu'inconsciemment, figurez-vous que le fait que le jeune soit dehors, en fait, lui, ça ne va pas le toucher tellement, mais il a entendu dire qu'il pouvait être un vecteur sain de la maladie, et il pouvait contaminer des sujets plus âgés. Moi, je suis prêt à parier que c'est un acte mental collectif, que quelque part, si les vieilles générations pouvaient disparaître, inconsciemment, naturellement, inconsciemment, hein,
pour un jeune, ben, ça ne serait pas forcément plus mal. Et d'ailleurs, souvenez-vous ce qui s'est passé en 2003 pendant l'été. Ben, il y avait les urgentistes qui disaient sans arrêt, mais c'est une catastrophe, nos personnes âgées sont en train de mourir. Et puis pendant ce temps-là, ben, on était en vacances et ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre, y compris auprès du ministère de la Santé. Hein. Et donc, il faut être un peu lucide. Par moment, eh bien, on a peut-être envie que les sujets âgés, eh ben, ils s'en aillent parce qu'ils nous coûtent de l'argent, etc. C'est abominable ce que je dis. Mais encore une fois, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe, il faut aussi penser les choses abominables qu'il peut y avoir en nous. Et ça pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi en ce moment on a tellement de mal à gérer correctement ce qui se passe dans les EHPAD, ce qui se passe avec les SDF, ce qui se passe avec les patients psychiatriques. Et puis de notre côté, eh ben, vous avez les vieilles générations qui sont profondément jalouses des jeunes générations parce que être vieux c'est moins cool qu'être jeune. Et donc si on peut mettre les jeunes en avant et qu'ils soient confrontés au virus plutôt que nous, eh ben, on risque de le faire. Donc ça, c'était homme et culpabilité. Mais il y a aussi l'homme dans sa singularité. C'est-à-dire, en fait, oui, nous sommes un peu des herbivores et nous réagissons en bloc à des stimulus anxiogènes, mais nous sommes aussi très différents. Et là, c'est vrai qu'il y a parmi nous des gens qui ont une vie intérieure très forte. Et ce n'est pas une question d'être autiste ou tout ça, hein. C'est juste que y a des gens qui, par exemple des moines dans des monastères, peuvent rester plusieurs heures dans leur cellule à méditer. Il y a des gens pour qui c'est absolument intolérable. Et donc, bien sûr, le confinement ne va pas du tout avoir le même effet selon la prédisposition que l'on a à se retrouver à l'intérieur de soi-même. Ça, c'était l'homme et sa singularité. Il y a l'homme et sa famille, l'homme et le couple. Et là, d'un côté, le support social est extraordinairement important pour supporter la sensation de danger qu'il peut y avoir. Le fait d'être ensemble, hein, c'est un consensus auprès des professionnels, le fait d'être ensemble, le fait de pouvoir continuer, même quand on est seul, à communiquer avec les autres, comme on le fait en ce moment d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Alors, néanmoins, aujourd'hui, on a des situations de confinement avec des familles nucléaires, souvent, voire même avec un couple. Or, le support social au sein du couple, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Parce que les émotions qu'il y a à l'intérieur du couple peuvent être très positives, mais comme elles peuvent être très positives, comme effet collatéral, elles peuvent être très négatives aussi. Et d'ailleurs, c'est bien géré avec humour dans les vidéos qu'on voit sur Internet, où on voit que les situations de conflit de couple sont racontées avec humour, mais avec réalité, j'en suis sûr. Et bien sûr, ça renvoie avec la conférence qu'on devait avoir et que malheureusement on ne pourra pas avoir, sur violence intrafamiliale et confinement. Et puis j'en arrive à l'homme et la place dans sa société, c'est que bien sûr qu'il y aura des inégalités sociales dans la gestion du confinement. Alors, inégalité sociale, parce que si vous êtes à 5 dans 20 mètres carrés, c'est beaucoup plus difficile que si vous êtes à 2 dans 170 mètres carrés. Donc les inégalités sociales vont jouer, mais ça va aussi rebattre les cartes parce qu'on va avoir des inégalités entre rural et urbain, par exemple. Ça va être beaucoup plus facile de vivre en confinement quand vous êtes dans la province, quand vous êtes dans une ferme, plutôt que quand vous êtes dans une barre d'immeubles en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion. Vous voyez que vous avez de la variance expliquée dans les études épidémiologiques, qui est vraiment la partie émergée de l'iceberg, et puis vous avez une variance résiduelle, qui est la partie immergée, qui est considérable, et qui fait qu'en population générale, vous allez avoir des adultes, en fait, qui vivent bien en situation de confinement, d'autres pour qui c'est une catastrophe, et c'est pareil pour les enfants. On a des enfants qui vont bien et des enfants qui le supportent très mal, et c'est la même chose pour les patients. Il y a en ce moment sur les listes de discussion des psychiatres un vrai débat autour de comment nos patients autistes vivent les situations de confinement. Et on en a curieusement des patients autistes sévères qui d'habitude vont bien et qui là, au moins pour les 15 premiers jours, vont mieux. Et puis on en a d'autres qui vont moins mal. Et ça, je pense que ça va être un véritable objet de recherche, de savoir qu'est-ce dans le détail du fonctionnement familial et sociétal, qu'est-ce qui va faire que certains vont mieux et que d'autres vont moins bien. Voilà ce que je voulais vous dire.